Sud Radio, Politique sous influence, 11h midi, Jean-Marie Bordry. Bienvenue à vous dans Politique sous influence. Nous sommes ensemble jusqu'à midi pour vous dévoiler les coulisses des réseaux sociaux. Les coulisses des réseaux sociaux en temps de campagne présidentielle et en temps de guerre aussi. On va en parler avec Juliette Briens. Bonjour à vous Juliette. Bonjour Jean-Marie. Nous sommes également avec Cyril Attias. Bonjour à vous. Bonjour, Cyril. Nous allons parler, je le disais, de la guerre en Ukraine puisque c'est une guerre éminemment numérique. On vous expliquera pourquoi et comment notamment les Ukrainiens se servent de la reconnaissance faciale pour combattre les Russes. On va parler de la campagne présidentielle également, le respect du temps de parole ou plutôt l'équilibre des temps de parole. Normalement, c'est la règle dans les médias, on est d'accord Juliette ? C'est la règle dans les médias, mise à mal par un autre facteur. Et cet autre facteur, c'est les réseaux sociaux. Parce que l'équilibre des temps de parole sur les réseaux sociaux, vous aurez beau le chercher, vous le trouverez jamais. Qu'est-ce que ça implique pour la politique ? On va en parler avec nos invités, mais tout de suite, place au buzz de la semaine. Et on commence ces buzz de la semaine avec vous, Juliette Briens, par une scène qui a énormément fait réagir sur les réseaux sociaux. C'était lors de l'émission de Jean-Marc Morandini hier sur CNews. Éric Zemmour arpente avec ses gardes du corps et l'animateur ce qu'on appelle à Paris la colline du crack. Oui, Éric Zemmour s'est rendu à la colline du crack, effectivement, hier, pour discuter avec les riverains excédés par les zombies toxicomanes qui hantent leur quotidien, on l'a vu. Mais sur place, les pros du crack avaient apparemment déjà choisi un autre candidat. On les aime pas. Nous les mineurs, il n'y a pas ce qu'il n'a pas dit sur nous. On les aime pas. Il n'a qu'à aller. Ici, c'est pas sa place. Ici, c'est la place de Mélenchon. C'était la petite provocation de dealers qui ont passé leur temps effectivement à insulter toute l'équipe de l'émission, plus Éric Zemmour. Alors bon, petite provocation sur ici, c'est Mélenchon, parce que manifestement, je suis pas sûr qu'ils suivent la campagne présidentielle. En tout cas, ils avaient remarqué que c'était celui avec lequel il avait le plus débattu. Oui, effectivement. Non, mais effectivement, c'était la petite vidéo qui a fait. Après, elle a été utilisée par l'équipe de campagne d'Éric Zemmour. C'est de bonne guerre, c'est la campagne. Assez drôle, tous les coups sont bons. Effectivement. L'émission a fait beaucoup de bruit, en tout cas sur les réseaux sociaux en général, notamment en raison de deux séquences choc où le candidat et l'équipe du présentateur se font jeter des projectiles dessus. C'était assez violent, provoquant des mouvements de panique de la sécurité du candidat. Et à la deuxième agression, le candidat Reconquête a même dû être exfiltré du parc. C'est poursuivi. Voilà, et il a poursuivi donc l'émission en discutant avec des commerçants, etc. D'ailleurs, on peut avoir une pensée, et c'est important pour les gardes du corps des différents candidats, les plus exposés notamment pour leur sécurité, que ce soit Emmanuel Macron, Marine Le Pen, Éric Zemmour, Jean-Luc Mélenchon, parce qu'ils risquent leur vie et ils sont prêts à prendre une balle. Éric Zemmour a aussi remercié les policiers hier. Cyril Attias, ça vous a fait rire ou pas, vous, cette scène ? Ici, c'est Mélenchon, un dealer. Bon. Ouais, c'est un peu surréaliste en général. Mais exactement. C'est la politique. Et ce qui est surréaliste, c'est la colline du crack aussi à Paris. Ça s'est pas arrangé. Absolument. On poursuit avec une autre information. Cette fois-ci, elle a fait beaucoup rire les réseaux sociaux, Juliette. TF1 qui a choisi d'écourter sa soirée électorale. Cette année, pour la première fois, la première chaîne de France ne consacrera pas sa soirée au premier tour de l'élection présidentielle. Toute sa soirée, oui. Pas toute la soirée. La soirée électorale sera coupée juste après l'annonce des résultats et laissera place à la rediffusion du film Les Visiteurs. Et on lui pèlera le jonc comme au bailli du Limousin. Bon, on a vendu un beau. C'est vrai que on l'avait pas assez vu Les Visiteurs. Puis finalement, ce n'est que les élections présidentielles. Est-ce que c'est vraiment un événement ? C'est un peu comme ça qu'ont ironisé les internautes sur Twitter. Mais effectivement, mais en même temps, écoutez, on craint une forte abstention. Il semblerait que TF1 aussi, puisqu'ils considèrent que la soirée attirera davantage de téléspectateurs s'ils les mettent devant les visiteurs que devant la politique, non ? Ouais, une présidentielle traitée comme un vulgaire scrutin régional, lance un internaute. Un autre nous dit la victoire de Macron sur les gueux. La victoire de Macron sur les tiens, c'est joli, oui, en tout cas, ce qui est certain, c'est qu'effectivement, la campagne électorale ne passionne pas les foules. TF1, eux, se sont justifiés de ce choix de programme en disant que les usages, les goûts et les attentes des téléspectateurs ont évolué en raison de la multiplication de l'offre sur les chaînes d'infos. Et normalement, vous aurez je sais pas combien de chaînes et de soirées électorales le soir du premier tour, c'est assez impressionnant. Notamment sur LCI, qui a pas sa TF1. Cyril, c'est la politique qui intéresse de moins en moins les Français ? Ou alors ils ont prévu que la politique elle est très courte et que le résultat elle est très court, donc ils enchaînent sur une deuxième partie. Exactement, en tout cas vous aurez une soirée spéciale qui sera assez longue. On passera pas les visiteurs le soir du premier tour sur Sud Radio, c'est promis. Et c'est ok, il a raison le réalisateur Bastien Maleric de nous le rappeler avec Jacouille. On continue avec les tweets très peu diplomatiques. Juliette, des diplomates russes qui font scandale en France. Qu'est-ce qui s'est passé ? L'ambassade de Russie a provoqué un immense tollé sur Twitter, c'était jeudi, avec un simple tweet. Sur ce tweet,
tweet, on voit un dessin par le dessinateur Vox. C'est une allégorie. On y voit un homme qui représente l'Europe. Il est très malade et il se fait injecter toutes sortes de piqûres par une représentation de l'oncle Sam et une représentation de l'Europe. Parmi ces piqûres, ce sont des doses de russophobie, de néonazisme, des doses d'OTAN, des doses de cancel culture, des doses de Covid. Le tout accompagné d'un commentaire, l'Europe en 2022. Ah oui, c'est ça. Donc, en gros, on explique la métaphore, quoi. Un ambassadeur, ou plutôt les services d'un ambassadeur de Russie en France, manager, peut-être, disent en gros l'Union européenne d'une part et les États-Unis d'autre part sont en train d'injecter de force à l'Europe du Covid, du nazisme, des mensonges, de la russophobie, de la cancel culture. Bravo la diplomatie. Réaction immédiate de l'eurodéputée La République En Marche, Nathalie Loiseau, qui nous dit sur Twitter: on remercie l'ambassade de Russie en France de confirmer aussi clairement son soutien actif à la désinformation et au mouvement anti-vax. On le savait, mais c'est eux qui le disent. On se demande qui en Russie pourrait publier ce type de caricature sans risquer la prison. Bon, scandale pour ce tweet, il a été supprimé quelques temps plus tard, mais on apprend hier que l'ambassadeur russe a fait l'objet d'une convocation au ministère des Affaires étrangères. Absolument, le Quai d'Orsay qui a convoqué justement pour le rappeler à l'ordre. Ça rappelle une autre affaire qui concernait cette fois-ci le compte Twitter de l'ambassade de Chine qui avait effectivement relayé des tweets particulièrement injurieux. Ça avait fait scandale et il avait fallu un rappel à l'ordre du Quai d'Orsay. Ça veut dire que les community managers, y compris dans le monde diplomatique, sont de moins en moins diplomate, Cyril. Ça a l'air assez amateur en fait. C'est très étonnant pour des dictatures ou des ou en tout cas des représentants des affaires très forts en général. Partant du principe que le tweet a été supprimé, effectivement, si c'était assumé qu'il l'avait laissé là, que c'était calculé, voilà. Forcément, c'est une maladresse. Il faut reconnaître aussi qu'il y a une activité intensive des comptes Twitter des différentes ambassades de Russie en Europe. Alors elles retweetent pas toutes des insultes, elles en tweetent aussi. Elles retweetent aussi des mensonges. On en avait parlé la semaine dernière lorsqu'ils prétendaient qu'il n'y avait pas du tout eu de bombardement d'une maternité à Mariupol. Ça avait été relayé évidemment par le compte Twitter de l'ambassade de Russie. Allez, on parle de la charge mentale, Cyril. Tiens, c'est vous qui faites le ménage chez vous ou pas ? Ça dépend, ça arrive. La cuisine, ça vous arrive aussi. Justement, la charge mentale, avec cette drôle d'idée de l'écologiste Sandrine Rousseau. Ça fait le buzz cette semaine, Juliette. Sandrine Rousseau adore la radicalité, on le sait. Et sur le podcast du magazine en ligne Mademoiselle, elle l'a une fois de plus prouvé. Alors les femmes diminuent la part de tâches domestiques qu'elles réalisent, mais les hommes n'augmentent pas la leur. Depuis les années 70, ils ont augmenté de 14 minutes, ce qui est par semaine. Ah ben, faut y aller petit à petit. Voilà, ça va. Et donc, moi je voudrais qu'il y ait même une possibilité de délit de non-partage des tâches domestiques, parce que je pense que le privé est politique et que tant qu'on ne donne pas les moyens aux femmes de véritablement obtenir l'égalité sur le partage, eh bien on n'y arrivera pas. Même les deux présentatrices, qui je pense, on peut le dire, s'inscrivent plutôt dans une ligne très féministe, ont eu du mal à retenir leur rire en s'imaginant une police des tasses ménagères allant frapper à la porte des gens pour leur demander de communiquer, en gros, un tableau de répartition des corvées. Oui, effectivement, tableau de répartition des corvées en prison, Cyril Attias. On en est là. On en est là, c'est pas très grave. Allez, Cyril, vous avez retenu une chose qui est importante, c'est la différence de stratégie de communication entre l'Ukrainien Zelensky et le Russe Poutine. Tout à fait, on a Zelensky, l'influenceur d'un côté, et Poutine, le fantôme des réseaux sociaux, puisqu'il n'a aucun compte officiel sur les plateformes, et qui lui préfère pour le coup les médias officiels, qu'il doit un peu plus maîtriser, j'imagine, que le vox populiste des réseaux sociaux. Donc on a aujourd'hui une double stratégie différente, évidemment, et je pense que Zelensky, c'est plutôt une histoire de survie pour son régime et son État et ses forces militaires. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que Volodymyr Zelensky, le président ukrainien, est absolument partout sur les réseaux sociaux, et qu'on a rarement vu un président d'ailleurs faire autant la guerre sur les réseaux sociaux. On termine par hommage. Il faut quand même rappeler qu'il c'était une star, c'était un acteur, un comédien. C'est un comédien et ça lui sert bien. Ça lui sert énormément. Ça lui sert énormément, effectivement, ça c'est important. Et en plus, il avait été comédien, il avait joué son propre rôle puisque c'était le rôle de président de l'Ukraine. Tout à fait. Comme quoi ça prépare. On termine tous les trois avec un hommage quand même. Chers amis qui nous écoutez sur Sud Radio, ce nom vous ne le connaissez peut-être pas. C'est Stephen Willeit. Il est mort à 74 ans du coronavirus aux États-Unis. C'est l'inventeur du GIF. Le GIF, c'est quoi ? C'est ces espèces de petites images animées qui tournent en boucle comme ça sur les réseaux sociaux. Vous les voyez depuis partout. Il avait inventé ce format d'image en 1986. Ça veut dire graphics interchange format. Je le dis avec un accent français. J'utilise encore plein de GIFs tout le temps. Exactement. Vous avez peut-être déjà vu des GIFs sans même vous en rendre compte. Mélenchon qui fait la grimace ou qui sursaute dans le studio de nos confrères de France Inter. Encore Éric Zemmour qui pouffe de rire sur CNews lors de son émission. Par exemple, le GIF, ça fait partie de la culture geek, Cyril. Tout à fait, c'est ce que les mêmes
aussi reprennent aujourd'hui. Et on en utilise beaucoup sur Twitter notamment, parce que c'est le plus visible et le plus facile à reconnaître, quoi. Hommage à Stephen Willeit, mort à 74 ans. Il avait inventé le GIF en 1986. À l'époque, c'était une manière aussi d'inventer un format qui ne prenait pas trop de place sur les ordinateurs. Il aura changé à jamais, en tout cas, les réseaux sociaux et Internet. Restez avec nous, les amis. On se retrouve dans un instant parce que les réseaux sociaux changent autre chose. C'est l'équilibre des temps de parole pendant la campagne présidentielle. Justement, comment cette règle est complètement en train de voler en éclats à cause des réseaux sociaux. On va en parler avec notre invité Jean-Marie Charon, sociologue spécialisé dans les médias et le journalisme. Tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio, politique sous influence, 11h midi, Jean-Marie Bordry. 11h15 sur Sud Radio, jusqu'à midi, politique sous influence, les coulisses des réseaux sociaux, les coulisses politiques. On en parle avec Juliette Briens, on en parle également avec Cyril Athias de l'agence des médias sociaux.com et nous parlons de l'équilibre des temps de parole. Vous l'avez sans doute remarqué, Sud Radio est astreinte à l'équité des temps de parole jusqu'à dimanche, à l'équilibre strict et à l'égalité après dimanche entre tous les candidats à la présidentielle. En revanche, si vous faites un tour sur les réseaux sociaux, vous remarquerez une chose, c'est la loi du plus fort. On en parle avec notre invité. Bonjour Jean-Marie Charon. Et bienvenue à vous sur Sud Radio. Vous êtes sociologue spécialisé notamment dans les médias, notamment dans le journalisme. Bonjour à vous Jean-Marie Charon. Bonjour. Bienvenue sur Sud Radio. Je le disais, les médias qui sont astreints à un respect d'un certain équilibre des temps de parole entre les équipes des différents candidats à la présidentielle, alors même que les réseaux sociaux, dont la place est de plus en plus importante dans la campagne, eux, n'ont aucun équilibre. Qu'est-ce que ça change ? Ce que ça change d'abord, c'est que la question de l'équilibre, il faut la penser autrement, ce qui n'est d'ailleurs pas très facile. Si vous voulez, en fait, les réseaux sociaux sont en train de mettre en évidence l'obsolescence d'un système qu'on avait mis en place sur le pluralisme dans l'audiovisuel. Mais pendant très longtemps, comme on était toujours sur les mêmes médias, radio et télévision, on pensait que même si ça avait perdu un peu de constance parce qu'il y avait une pluralité de médias, on pouvait continuer avec les mêmes règles. Mais là, les réseaux sociaux nous montrent que ces règles sont devenues complètement obsolètes dans la mesure où le problème, c'est pas de savoir qui émet quoi, vers qui, mais c'est de savoir comment le public lui-même utilise ces réseaux sociaux. Donc, si vous voulez, par exemple, sur les réseaux sociaux, le problème n'est pas de savoir si vous envoyez énormément de messages sur Twitter, Facebook ou TikTok, c'est de savoir ce que vos comptes représentent par rapport à quel public. Je peux très bien, à longueur de journée, envoyer des messages sur Twitter ou sur TikTok. Si je n'ai que très peu de personnes qui me suivent, ça n'a pas beaucoup d'effet et d'intérêt. Autrement dit, il faut repartir de là avec ce phénomène qu'on appelle plutôt le phénomène de bulle, hein, c'est-à-dire chaque émetteur a son public et des publics qui quantitativement sont plus ou moins nombreux. Et surtout, c'est pas parce que d'ailleurs on a beaucoup de gens qui vous suivent qu'automatiquement ces personnes d'ailleurs vont être complètement accrochées à chaque tweet ou chaque message ou chaque vidéo que vous allez envoyer. C'était un problème qui était déjà apparu mais qu'on a longtemps masqué. Je pense que le CSA a joué un rôle important là-dedans, avec, je dirais, la pluralité des radios et des télévisions, c'est-à-dire qu'on continuait à faire comme s'il y avait presque pas de radio, presque pas de télévision, et donc on était accroché à un système qui essayait de compter les choses, simplement, sans voir que les audiences n'étaient pas forcément en rapport avec les émetteurs. Et vous n'imaginez pas à quel point, y compris dans les équipes de Sud Radio, on coupe les cheveux en 4 pour faire en sorte que chaque candidat ait à peu près, exactement même, le temps de parole qui correspond à son poids en ce moment dans les sondages, puisqu'on en est encore à l'équité. Je l'imagine, justement, si vous voulez, je pense que c'est des arbitrages qu'il faut faire. C'est-à-dire que quand on était dans un système où il n'y avait que très peu de radio et de télévision, il y avait déjà ce problème qui se posait, même s'il y avait moins de candidats, d'ailleurs peut-être au présidentiel. Mais disons qu'on n'avait pas d'alternative. Il fallait quand même faire en sorte que chacun puisse s'exprimer. Mais à partir du moment où la radio et la télévision sont devenues beaucoup plus plurielles, l'arbitrage a été de se dire, est-ce que avec ces règles-là, on continue à permettre aux rédactions de travailler normalement? Et là, on a fait comme si c'était important à la seconde près que chacun soit sur un pied d'égalité. Alors qu'en réalité,
l'enjeu, c'est de savoir si chacun est traité de manière intéressante par les radios, les télévisions. Par exemple, si on prend des petits candidats comme Artaud, Poutou, etc., est-ce que c'est intéressant qu'ils aient à la seconde près la même chose que Macron, Pécresse? Pas forcément. Pour une rédaction, ce qui peut être au contraire intéressant, c'est de savoir ce qu'elles peuvent mettre en valeur de ces personnes-là, de leur programme, etc., avec leur logique professionnelle qui est la leur, c'est-à-dire des choix d'angle, des choix de mise en perspective, et non pas la seconde près. Avec la seconde près, on fait du remplissage, on prend des citations de meetings qui sont pas forcément intéressantes, mais au moins on a le compte, quoi. Et on est obligé parfois d'en passer par là. Juliette Briens. Oui, donc si je comprends bien, Monsieur Charon, vous n'avez pas une volonté de contrôler les réseaux sociaux. Vous voulez plutôt changer la manière dont on applique le temps de parole dans les rédactions des médias. Alors, il y aurait déjà ça, et sur les réseaux sociaux, comme je disais tout à l'heure, il faut réfléchir à des réponses qui soient adaptées à la pratique des réseaux sociaux. Par exemple, c'est vrai que si on l'a vu d'ailleurs avec le problème, est-ce qu'il faut rectifier certains contenus? Est-ce que c'est embêtant que certains candidats répètent à l'infini des contre-vérités ou des choses qui mériteraient d'être mises en perspective? Ben là, la réponse, c'est pas en termes de on va leur compter leur tweet ou on va leur compter leur vidéo TikTok. C'est peut-être effectivement de favoriser ou de donner des moyens de valorisation dans les rédactions de réponse à ces problèmes-là. Ça peut être par exemple de favoriser par des aides spécifiques, enfin je sais pas, ou des systèmes qui valorisent les rédactions pour leur travail de fact-checking. Enfin, vous voyez, des choses comme ça. Une fois de plus, moi je suis pas un spécialiste, c'est compliqué d'imaginer, c'est tout un travail collectif à faire, mais si vous voulez, il me semble qu'on est quand même, et c'est ça le problème, on est face à une espèce de paresse des politiques qui ne réfléchissent pas du tout à la manière concrète dont les Français et au-delà, dont les citoyens s'informent de par le monde. Elle a changé et elle mérite effectivement des réponses qui soient adaptées à ça. On est en train de changer d'époque. Cyril Attias. Pour moi, en fait, la vraie question, c'est est-ce qu'on doit garder le temps de parole ou pas? Parce qu'on est un des rares pays quand même européens à mettre en place cette pratique. Est-ce que ça sert vraiment? On ne sait pas. On peut avoir 1 minute de temps de parole et dire des choses très brillantes, et 1 minute et dire n'importe quoi. Oui. C'est surtout, je pense, le vrai sujet des fact-checking et des réseaux sociaux qui favorisent justement la diffusion d'informations non contrôlées. Et qu'est-ce qu'on fait sur les réseaux sociaux dans ce cas-là? Comment on les encadre? Moi, je pense qu'on a besoin en fait d'avoir une unité gouvernementale ou etc. qui va permettre de pouvoir fact-checker rapidement des informations. Et de travailler avec les plateformes surtout pour pouvoir les... Prenons un exemple par l'absurde. En ce moment, le chef du gouvernement, ou plutôt le chef du gouvernement, le président de la République, est un des candidats. Imaginons que vous ayez une agence qui dépend du gouvernement qui serait chargée de vérifier les assertions des uns et des autres. Mais ce serait tout de suite sujet à caution? Oui, ou un institut indépendant, en tout cas on va dire un organisme qui permet de fact-checker, parce que le vrai sujet des réseaux sociaux et de la politique, c'est la désinformation et la fausse information. C'est vieux comme le monde d'ailleurs, mais ça c'est vieux, mais là ça s'est extrêmement amplifié. C'est ça le problème d'aujourd'hui en fait. Jean-Marie Charon. Oui, moi si vous voulez, moi je suis pas tellement pour du fact-checking gouvernemental, même pas du tout. Je pense qu'on pourrait imaginer deux types d'initiatives. Effectivement, un lieu d'observation qui, par exemple, mettrait en évidence qu'il y a un certain nombre de déséquilibres, de problèmes et d'émetteurs qui multiplient un certain nombre de problèmes. Donc ça pourrait être un observatoire, effectivement, avec participation des citoyens, etc. Enfin, quelque chose qui soit assez technique et en même temps très indépendant. Et là, donc moi, je suis pas pour les sanctions, je suis pour qu'on mette en évidence, parce que je pense qu'on a des publics qui sont pas idiots. Et à partir du moment où on répète, où on montre qu'il y a un certain nombre de déviations, ces publics, dans leur pratique, eh bien, en tiendront compte. Et puis, je suis alors je sais pas très concrètement, au détail près, comment il faudrait mettre en place cette mesure, mais je pense qu'il faudrait aider les rédactions, y compris peut-être avec des aides spécifiques, etc., qui mettent davantage de moyens, parce que ça coûte cher de faire du fact-checking, ça prend du temps, etc., et donc de valoriser le fact-checking des rédactions. Et puis, c'est un métier, ma bonne dame. Tous les jours
journalistes vous le diront, effectivement, c'est très compliqué. Tiens, Juliette Briens. Oui, non, je disais, là, en fait, on parle quand même beaucoup de désinformation et peu de temps de parole. Une fois qu'on aura mis en place ce système de fact-checking en aidant les rédactions ou en créant un institut, on n'aura pas réglé que le problème que si un candidat a une bonne équipe, a une bonne stratégie réseaux sociaux, en plus on a vu que la radicalité payait sur les réseaux sociaux, eh bien, on parlera beaucoup plus de ce candidat sur les réseaux sociaux et pas des autres. Et ça, là, vous parlez émetteurs. Là, vous parlez émetteurs. Sur les réseaux sociaux, le problème, c'est pas l'émetteur, c'est le public. C'est comment, effectivement, vous intéressez, vous attirez le public. Vous voulez, comme je disais tout à l'heure, vous pouvez balancer sans arrêt des messages sur les réseaux sociaux. Si le public vous accompagne pas et si ce n'est pas crédible, ça ne sert à rien. Et donc, vous ne pouvez pas interférer là-dessus. Mais ce que disait en revanche Juliette Briens, c'est vrai, c'est-à-dire qu'il y a une prime à la radicalité sur les réseaux sociaux et du coup ça encourage certaines équipes de certains candidats par moment à aller dans des contenus de plus en plus durs par exemple. Et ça, comment ça s'encadre? Est-ce que ça peut s'encadrer? Est-ce qu'il faut tout encadrer? C'est une vraie question. Est-ce que effectivement nous devons tout encadrer? Ce sera. Je prends l'exemple un exemple, Sandrine Rousseau, qui n'est pas candidate aujourd'hui, mais qui prend énormément de place sur Twitter. Énormément de place. C'est une star. Ce n'est pas du tout représenté après dans la vraie vie, si je puis m'exprimer ainsi. Mais ça, comment contrôler ça? Puisque elle, justement, elle a l'attention du public. Eh ben, peut-être qu'elle la capte. Jean-Marie Charon. Est-ce qu'elle a l'audience? Elle a l'audience. Elle a l'audience. Bien sûr, elle a l'audience des internautes, effectivement. C'est ça qui est intéressant. On est sur des plateformes d'expression, donc on doit aussi les utiliser pour ce que c'est, et ça sert à ça. On peut aussi écrire un blog, on peut écrire un site internet, on peut écrire, poster des vidéos, il n'y a pas que les réseaux sociaux, donc ça fait partie un peu de l'équation d'aujourd'hui. Le mot de la fin, Jean-Marie Charon? Non, écoutez, je reprends ce que je viens de dire. C'est-à-dire, je pense qu'en matière d'information, il faut d'abord faire confiance aux professionnels de l'information et il faut arrêter que les politiques ne raisonnent que sur une logique qui est celle de l'encadrement. On veut sans arrêt toujours plus encadrer et les pratiques du public et les pratiques des journalistes. Et ça me paraît complètement à l'envers de ce qu'est la transformation, je dirais, du système d'information aujourd'hui. Oui, d'autant plus avec l'inversion de la logique sur les réseaux sociaux. Merci beaucoup Jean-Marie Charon pour cet éclairage sur Sud Radio, sociologue spécialisé notamment dans les médias, dans le journalisme. On vous recevra à l'avenir avec le plus grand plaisir sur Sud Radio. Les réseaux sociaux et le numérique plus généralement qui jouent un rôle très important, vous l'aurez compris, dans la campagne présidentielle, mais ils jouent un rôle non négligeable, c'est le moins qu'on puisse dire, dans la guerre. Ça se passe en Ukraine, on en parle dans quelques minutes. À tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio, politique sous influence, 11h midi, Jean-Marie Bordry. Les coulisses guerriers des réseaux sociaux, notamment sur la guerre en Ukraine, entre les Russes et les Ukrainiens. Comment les réseaux sociaux sont devenus une arme? Comment le numérique, plus généralement, est devenu une arme pour les deux co-belligérants? On en parle dans un instant, on en parle même tout de suite avec notre invité. Je suis toujours avec Juliette Briens, qui est avec moi, avec Cyril Attias également. Et nous accueillons Gilles Babinet. Bonjour à vous. Bonjour. Et bienvenue à vous sur Sud Radio. Vous êtes coprésident du Conseil national du numérique. Je parlais des réseaux sociaux et du numérique dans la guerre en Ukraine. Une traduction tout à fait concrète. L'Ukraine utilise un logiciel assez connu de reconnaissance faciale d'une entreprise américaine qui s'appelle Clearview AI. À quoi peut servir la reconnaissance faciale à un pays en guerre? Écoutez, ça a été un peu une surprise, mais ils utilisent pour identifier les morts russes, c'est-à-dire les combattants qu'ils ont éliminés. Et en fait, à partir de ça, ils identifient leurs contacts en Russie et ils les appellent pour leur annoncer que finalement la personne de leur famille qui était au combat est décédée. Et l'idée, c'est de propager en Russie le fait que cette guerre est beaucoup plus mortelle que ce que dit le pouvoir politique, et donc de créer une sorte de mouvement contre cette guerre. Et de s'appeler le moral. Alors ça donne d'ailleurs des scènes, parfois certains Ukrainiens se filment, c'est d'une inhumanité totale. Ils appellent des proches en se manquant parfois. Oui, est-ce que c'est bienveillant ou est-ce que c'est non, c'est pas fait avec bienveillance en plus. C'est souvent sans bienveillance, et d'ailleurs c'est ce qui arrive malheureusement quand on est en guerre. C'est assez étonnant d'ailleurs de voir que on peut pas traverser la ligne de front entre les Russes et les Ukrainiens. En revanche, on peut toujours passer un coup de téléphone entre Kiev et Moscou. Ça, c'est ce qu'on remarque. Mais du coup, comment fonctionne ce type de logiciel, Gilles Babinet? C'est-à-dire que les Ukrainiens prennent en photo tout simplement le visage d'un soldat qu'ils ont retrouvé, et le logiciel permet de retrouver son compte Facebook? Oui,
Alors ça c'est une chose que j'ai pas regardée dans le détail, mais je pense que ça doit utiliser plusieurs canaux, c'est-à-dire potentiellement le search image de Google, potentiellement les réseaux sociaux. Normalement, les réseaux sociaux ont des dispositifs qui limitent le fait de pouvoir faire de la recherche à très très haute volée, mais je pense que il doit y avoir des failles dans les API qui permettent, dans les services qui permettent de faire ça. Mais c'est vrai que c'est très impressionnant de voir que ils ont manifestement réussi à faire ça à haute volée, quoi. Effectivement. Alors on parle de cette entreprise américaine, elle s'appelle Clearview AI, AI pour intelligence artificielle en anglais, c'est pour ça que c'est dans l'autre sens. C'est une entreprise américaine qui a offert ses services gratuitement et de sa propre initiative au gouvernement ukrainien et qui a toujours été critiquée parce qu'elle a l'ambition d'aspirer, je cite, 100 milliards de visages sur Internet. Alors il y a plusieurs fois le visage de la même personne évidemment dans ce chiffre. Il faut une base de... Après, la reconnaissance faciale, elle ne marche que si on a une base de données fournie de l'autre côté. Ouais, c'est ça, exactement. Mais alors, en fait, vous venez de répondre à la question, c'est-à-dire qu'ils l'ont construite. Je ne vous cache pas qu'elle ne doit pas être très compatible avec le RGPD, mais ils l'ont sans doute faite. Et c'est plus les conditions d'usage. Là, vous êtes dans les conditions d'usage qui sont complètement au-delà de la loi. Vous êtes dans une zone de guerre, donc on se préoccupe pas tellement de savoir si on respecte le RGPD. Oui. Mais effectivement, ils ont dû rapprocher pas mal de data, c'est-à-dire d'abord avoir une grosse base d'images, ensuite les noms, et puis à partir des noms, avoir des numéros de téléphone. C'est assez compliqué à faire, mais si si vous n'êtes pas inquiet des contraintes légales, pas très compliqué en fait. À la guerre comme à la guerre. On rappelle d'ailleurs ce que c'est que le RGPD, c'est le Règlement général de protection des données personnelles, règlement européen qui est assez restrictif, beaucoup plus d'ailleurs qu'aux États-Unis ou dans d'autres pays. Juliette. Moi j'aurais aimé savoir la reconnaissance faciale dans d'autres pays, c'est pas forcément en Ukraine, peut-être même en Russie ou en Chine, elle est beaucoup utilisée. Ouais, si vous voulez, ce qui est vraiment fascinant, c'est de voir qu'aujourd'hui le deep learning, les technologies de reconnaissance d'images sont devenues complètement populaires, c'est-à-dire que avec un simple laptop, vous pouvez faire des choses extrêmement puissantes. Vous n'avez plus besoin d'avoir une infrastructure technologique qui, il y a seulement une dizaine d'années, était absolument indispensable pour faire ça. Et oui, c'est massivement utilisé. Si vous n'avez pas de contraintes légales ou si, au contraire, c'est l'État qui le fait, c'est tout à fait massif. Vous avez un cas qui est connu, c'est celui du social rating en Chine. Voilà. C'est-à-dire que moi j'étais à Shenzhen juste avant le confinement et je déjeunais avec des amis qui rigolaient parce qu'ils venaient de prendre une amende de l'équivalent d'1 euro parce qu'ils avaient traversé au feu rouge en tant que piétons. Et donc alors c'est pas dans toute la Chine et c'est pas pour tous les types d'usages, mais c'est quand même très répandu évidemment. Si je prends un éclairage très concret d'ailleurs. On traverse la rue, on se fait reconnaître par la caméra, reconnaissance faciale, on a l'amende avant même d'arriver à la maison. Ça c'est ça, c'est ce mais qui non, se passe. Vous n'êtes pas de l'autre côté du trottoir, vous avez déjà l'amende. Vous avez déjà l'amende et ça c'est ce qui se passe. Et on gagne des points, on en perd. Et vous en gagnez, vous en perdez. Exactement. Si je reviens en France, Gilles Babinet, moi j'ai mon visage sûrement sur des photos sur Internet. Est-ce que je peux être reconnu ? Est-ce qu'un logiciel peut avoir dans son fichier, par exemple, mon visage avec mon nom, Jean-Marie Bordry, et pourquoi pas le vendre à des entreprises ? Est-ce que déjà techniquement c'est possible ? Alors techniquement c'est possible, légalement ça l'est pas. Voilà. Mais ça c'est une frontière qui est heureusement existante, mais il n'y a plus de limite. La limite technique est en train de s'affaisser. C'est vraiment devenu tellement simple d'utiliser ces technologies que si vous constituez par exemple sur votre ordinateur une petite base personnelle de photographie identifiée, vous pouvez naviguer dedans avec une caméra. Vous pouvez reconnaître, vous pouvez décider par exemple de qui rentre chez vous en fonction du visage des gens. Ça c'est très très simple à faire, c'est une manip. Je sais même pas si on a besoin de vraiment coder pour faire ça. Oui. Je pense qu'avec 2-3 connaissances très simples, vous pouvez le faire. Ça veut dire que littéralement, demain, techniquement, je peux organiser une grande soirée à laquelle je ne convierai que mes amis Facebook. On pourrait sonner à ma porte. Exactement. Si on n'est pas dans ma liste d'amis Facebook, je pourrais empêcher la porte de s'ouvrir. Quoi. Ouais, ça c'est des technologies qui sont banalisées et je pense que on se rend pas compte à quel point. Ce qui veut dire que effectivement, la seule barrière c'est une barrière réglementaire. Une barrière technologique qui a disparu. Mais justement, vous parliez de Facebook. Sur Facebook,
je sais pertinemment qu'il y a de la reconnaissance faciale, puisque quand vous postez une photo sur Facebook, Facebook va aller analyser les visages sur la photo et vous proposer des noms d'amis à taguer dessus, à identifier. Donc comment ça c'est légal? Et je sais aussi que sur l'iPhone, il y a aussi de la reconnaissance faciale, puisque dans vos albums photos, on reconnaît votre maman, votre frère, etc. Exactement. Bien sûr. Non, mais c'est légal tout simplement parce que quand vous êtes sur Facebook, vous avez signé les conditions générales de Facebook, et je ne les ai pas lues, mais ça doit vous dire en petit que vous autorisez Facebook à faire des traitements c'est ça, en tout petit. algorithmiques. Oui, je pense pas en tout petit, parce que c'est la base de Facebook. C'est-à-dire que la base de Facebook, c'est de mettre en œuvre des algorithmes qui, en fonction de ce que vous écrivez, de ce que vous postez, des photos que vous faites, etc., vont essayer de créer de la pertinence dans les rapprochements. Ça, c'est tout le business model de Facebook. Donc, c'est vrai que on peut pas contester ça, entre guillemets. Enfin, moi, j'ai beaucoup de critiques à l'égard de Facebook, mais je pense que c'est la base du modèle. Ouais. Et justement, la RGPD, finalement, en fait, elle est là pour faire quoi? Elle est là juste pour obliger les entreprises à être transparents en vous faisant signer, en gros, des autorisations écrites en tout petit, ou elle est là pour vraiment venir limiter ce genre de pratique? Gilles Babinet. Le RGPD, son usage, c'est d'éviter que Facebook détourne les données. C'est-à-dire qu'ils définissent un cadre d'usage, qui est le fonctionnement des réseaux sociaux. Si par hasard vous sortez de ce cadre-là, ils interviennent. Par exemple, s'ils revendent votre fichier, ce qu'ils font pas, et encore une fois, je suis très critique de Facebook, mais à une autre entreprise, là, vous êtes en infraction du RGPD. Effectivement, et d'ailleurs les amendes peuvent être extrêmement chères, notamment à l'échelle de l'Union européenne. On parlait de la reconnaissance faciale. Est-ce que vous avez été surpris, on y revient justement, de voir ces applications utilisées en temps de guerre par les Ukrainiens, ou finalement c'était quelque chose qui a toujours été envisagé? Vous savez, je ne sais pas si je suis surpris, mais ce qui est sûr, c'est que la technologie favorise les conflits asymétriques, c'est-à-dire citoyens contre armées traditionnelles, et que l'usage des technologies est devenu très significatif, notamment dans cette guerre. On n'a jamais vu autant de technologies utilisées pour des tas de choses qui sont la reconnaissance faciale, mais la mise en œuvre de nouvelles techniques offensives. Il y a des drones, et notamment des drones commerciaux qui sont utilisés à grande volée pour ça. On utilise les caméras que les gens ont installées chez eux pour surveiller leur jardin, et dont les adresses IP sont connues, pour pouvoir savoir où sont les troupes. Donc vous avez probablement des millions, ou en tout cas des centaines de milliers de caméras de sécurité qui ont été installées par des particuliers, par des municipalités, etc. Et ça sert aux deux camps, mais quand même, ça donne un petit avantage aux Ukrainiens, parce qu'ils connaissent plus les adresses IP de ces caméras, qui ne sont pas forcément référencées quelque part, que les Russes. Et puis surtout, quand ils reculent, ça veut dire que les Russes sont sur leur territoire et qu'effectivement, ils ont encore gardé la main sur certaines infrastructures. C'est une guerre éminemment numérique. C'est la transition toute trouvée. On va en parler dans un instant avec vous, Gilles Babinet. Je rappelle que vous êtes coprésident du Conseil national du numérique. Quand vous apprenez, par exemple, qu'une ville comme Mariupol a été rasée à 90%, que c'est un désastre absolu et que pourtant ils ont toujours Internet. Comment ils font justement? Comment le numérique reste debout en Ukraine? On en parle avec vous dans un instant. À tout de suite. Sud Radio, politique sous influence, 11h midi, Jean-Marie Bordry. Les coulisses des réseaux sociaux, les coulisses guerrières des réseaux sociaux, notamment lors de la guerre en Ukraine. On en parle avec notre invité Gilles Babinet, coprésident du Conseil national du numérique. On en parle évidemment avec Cyril Attias, qui est toujours avec nous, tout comme Juliette Briens, toujours fidèle au poste. Nous sommes ensemble jusqu'à midi sur Sud Radio. Je le disais à l'instant, Gilles Babinet, cette guerre est éminemment numérique. Première question, vous voyez, alors c'est une question sans doute de béotien, me direz-vous, vous voyez des paysages de désolation, des villes absolument rasées, celle de Mariupol, celle de Tcherniv dans le nord, celle de Kherson, celle de Kharkiv dans l'est, rasées complètement, et malgré tout on a le sentiment qu'il y a toujours Internet. Comment ça se fait? Ça c'est vraiment un miracle, je pense, parce que d'abord vous avez la structure de l'Internet même, qui est un réseau non centralisé. Donc ce qui fait que si vous avez toujours un accès, vous pouvez continuer à irriguer le reste du réseau. Ça, c'est la base, et c'est pour ça d'ailleurs que Internet a été inventé à la base par l'armée américaine pour pouvoir résister en cas d'attaque nucléaire. Donc ça, c'est une chose. Malgré tout, si vous coupez vraiment
les accès, vous pouvez limiter le débit, voire l'arrêter complètement. Et là, il y a une chose qui est extraordinaire, c'est l'intervention de Elon Musk et de Starlink, qui a envoyé des systèmes de connexion aux Ukrainiens qui leur permettent de renforcer le réseau avec des points d'accès qui sont satellitaires et qui sont diffusés dans le pays, ce qui fait que le réseau devient extrêmement résilient on peut essayer de le détruire, mais il faudrait s'en prendre. Ça serait très compliqué. Je pense que ça. Justement, on va faire un petit point sur ce que c'est que Starlink. Elon Musk, vous l'avez entendu, vous connaissez ce nom, vous qui nous écoutez sur Sud Radio, c'est notamment le patron de Tesla, de SpaceX. Il a lancé ce projet Starlink, qui est une myriade de satellites censés donner accès à Internet à l'ensemble de la planète. Ça fonctionne comment, Gilles Babinet ? C'est un ensemble une constellation de satellites qui évolue en basse altitude, c'est-à-dire qui bouge en permanence. Donc il faut beaucoup de satellites pour pouvoir avoir une connexion qui fonctionne sans discontinuité. Et il a lancé jusqu'à présent plusieurs centaines de satellites qui sont vraiment à très basse altitude. Ça doit être, je pense, 250 km, quelque chose comme ça. Ils sont connectés les uns aux autres et ils envoient et reçoivent du signal depuis la Terre. Donc vous avez quand même besoin d'avoir des stations de base, qui sont connectées à l'Internet et qui garantissent entre guillemets la continuité du fonctionnement d'Internet si les grosses connexions terrestres devaient être interrompues. Donc ça veut dire que les Ukrainiens peuvent avoir le Wi-Fi grâce à Elon Musk qui leur a dépêché en urgence des satellites gratuitement. Exactement, et le ministre du numérique ukrainien a fait une sorte d'appel extrêmement rapide à Elon Musk. Je pense que c'est une des choses les plus incroyables, c'est que moins de 3 jours plus tard, la réponse d'Elon Musk, il avait réussi à envoyer par avion une cargaison complète de systèmes d'accès et ils ont garanti la continuité du fonctionnement du réseau. Juliette. Non, je me demandais si ce genre d'aide peut pas, après, à l'avenir, après la fin de la guerre, se retourner contre les pays et en fait donner accès aux Américains à tout type de nouvelles informations ou de contrôle numérique, en tout cas sur un pays souverain. Oui, vous savez, c'est pas un débat nouveau. On a la même chose avec Huawei. Qui construit des infrastructures télécom, et d'ailleurs télécom numérique, et qui est absolument partout. On rappelle que Huawei est le géant mondial chinois des télécoms. Ouais, on pourra avoir d'ailleurs la même chose auparavant avec Cisco, qui est une grande entreprise américaine, qui est un grand acteur d'infrastructures numériques. On a aussi cette accusation d'ailleurs à l'égard de la France, qui est un pays qui a déployé de très nombreuses fibres optiques dans l'océan. Et donc on dit, c'est finalement les points d'accès sont des endroits optimaux pour faire de l'écoute. Voilà, donc c'est assez nouveau. C'est pour ça d'ailleurs qu'on parle beaucoup de souveraineté numérique ces temps-ci, c'est-à-dire d'être capable de recréer les maillons essentiels de la chaîne de valeur et de faire en sorte qu'ils soient au moins européens. Juliette ? Non, je me demandais ce que c'était des cibles optiques. Les câbles, des fibres optiques. Fibres optiques. Pardon, j'ai mal prononcé, les fibres optiques, ouais. C'est des fibres qui sont immergées, qui sont les principaux systèmes de transport de l'Internet sur longue distance. Ça passe très très peu par satellite, parce que le satellite est beaucoup plus lent. Et donc quand on communique entre l'Asie et l'Europe, ou l'Europe et les États-Unis, c'est à 99%, enfin je ne connais pas le chiffre exact, mais c'est une très vaste majorité au travers de ces fibres. Cyril Attias. Oui, moi j'ai une question. On parlait beaucoup à un moment donné de coupure d'Internet de la part des Russes. Est-ce que c'est des choses qui sont possibles aujourd'hui, d'après vous ? Je pense que ce n'est pas possible au niveau de l'infrastructure, pour les raisons qu'on vient d'expliquer. Ce qui serait éventuellement possible, mais c'est une grande surprise, on ne l'a pas vu, c'est d'arriver à mettre en place des cyberattaques qui viennent perturber l'infrastructure de façon logicielle. Mais encore une fois, c'est vraiment la surprise. Quand vous discutez avec les gens qui font de la cybersécurité, et ce qu'ils vous disent, c'est on a vu des attaques beaucoup plus significatives de la part des Russes par le passé, et on ne voit rien de tel aujourd'hui. NotPetya, qui a été probablement la plus spectaculaire, qui au départ d'ailleurs été faite pour attaquer l'Ukraine, s'est répandue dans l'Europe de l'Est et a abouti à ce que le plus grand transporteur de conteneurs mondial, qui est Maersk,
n'a plus pu opérer pendant quasiment 5 semaines. Donc ils étaient capables de paralyser une multinationale complètement pendant plusieurs semaines. En revanche, les Russes n'arrivent pas à paralyser le numérique ukrainien. Il y a de grands débats à cet égard. Il y a 3 hypothèses en fait. La première hypothèse, c'est qu'ils n'ont pas d'armes au cyber. C'est possible. La deuxième hypothèse, c'est qu'ils ont une arme cyber, mais ils l'ont pas encore utilisée. C'est aussi possible. Et la troisième, qui est assez documentée, c'est le fait qu'il y a un conflit au sein des services de renseignement russes, notamment du GRU, où les gens disent non, il faut pas utiliser. Enfin, on sait pas bien ce qui se passe, mais qu'ils sont pas d'accord sur le fait de l'utiliser ou pas. Cyril Attias. Et est-ce que l'Ukraine étant aussi bien dotée d'ingénieurs et est une bonne place au niveau technologique en Europe, est-ce que ça durcit pas un peu finalement le travail des Russes sur ces cyberattaques? Parce que les Ukrainiens sont plutôt des bons ingénieurs de réputation. Ah oui, c'est certain. C'est ce qui se dit d'ailleurs toujours. On dit toujours que... J'ai lu quelque part, je ne sais pas si c'est vrai, que Ukraine, Biélorussie et Russie, c'est 20% des codeurs dans le monde. Ça doit pouvoir se vérifier assez facilement sur des plateformes comme GitHub. En faisant quelques statistiques, les datas sont généralement ouvertes. Mais c'est certain que l'expertise des Ukrainiens, quand vous voyez le profil par exemple du ministre du numérique, qui est vraiment un codeur de très bon niveau, bon, ça les a beaucoup aidés. Donc c'est effectivement un énorme terrain d'innovation, cette guerre. Quels enseignements pour notre pays, par exemple, Gilles Babinet? Vous êtes coprésident, je le rappelle, du Conseil national du numérique. On voit l'utilisation que les Ukrainiens font du numérique dans cette guerre. Lorsqu'on voit aussi ce que les Russes essayent d'en faire dans cette guerre, quelles mesures de précaution on doit prendre en France? Écoutez, il y a plusieurs choses. Il y a évidemment, d'une façon générale, l'importance d'avoir une société civile qui comprend le numérique. Ça ne peut être que utile et ça participe fortement à la résistance. Sur le plan militaire, je pense que ça devrait faire évoluer fortement la doctrine, c'est-à-dire non plus uniquement d'avoir des systèmes d'armes qui sont mis en œuvre par des professionnels, mais avoir des halos qui sont au centre, vous avez le système d'armes, et puis plus vous vous éloignez, plus vous êtes société civile, plus vous êtes ouvert. Et la capacité finalement à coordonner, ou en tout cas à animer ces halos, le ministre du numérique ukrainien, il a créé une boucle sur Telegram sur laquelle vous avez maintenant 350 000 personnes qui on dit on est prêt à aider si il y a un enjeu cyber. Alors évidemment, cette boucle elle est totalement ouverte, donc les Russes sont certainement nombreux à être... Surtout que Telegram est une application russe. Oui, alors on pourrait en parler. Effectivement, il y a un débat qui existe depuis l'origine de Telegram sur le fait que les frères Durov collaboreraient ou pas, les fondateurs de Telegram, avec le renseignement russe. Il faut savoir qu'ils sont persona non grata en Russie, mais il y a quand même un certain nombre d'indications, c'est vrai aussi d'ailleurs de Kaspersky, qui font que, c'est quoi ces indications ? C'est le fait que il y a pas mal de gens qui ont travaillé pour les équipes de l'une et l'autre des entreprises, qui ont aussi travaillé pour les renseignements russes. Alors c'est pas forcément incriminant, mais c'est quelque chose qui est parfois inquiétant. C'est pas rassurant, d'autant plus qu'on sait que nos hommes politiques, et y compris ceux qui sont au pouvoir, utilisent assez massivement cette application Telegram, par exemple. Exactement. Si vous suivez le compte du fondateur de Signal sur Twitter, il a montré que Telegram n'était pas crypté de bout en bout. Et que les messages étaient stockés dans le cloud, ce qui est extrêmement inquiétant en matière de sécurité, avec une démo extrêmement simple. Vous faites un truc tout bête, vous supprimez votre application Telegram, vous l'installez sur un autre téléphone, vous rentrez votre login password et vous récupérez tous vos messages. Oui. Donc ça c'est la preuve qu'ils sont bien stockés quelque part. Oui, bien sûr. Ils sont liés à votre numéro de téléphone, oui. Ouais, et donc ça c'est une démonstration un peu ennuyeuse, et c'est vrai que il faut pas se fier à ce que l'on vous dit quand on vous dit c'est crypté de bout en bout. C'est la même chose pour WhatsApp, pour beaucoup de messageries. Mais ça veut dire quoi ? Ça veut dire que vous, votre conseil à ceux qui nous gouvernent, c'est une fois que vous êtes ministre, que vous êtes député, que vous êtes président, Emmanuel Macron, arrêtez d'envoyer des messages via Telegram. Alors écoutez,
Pour commenter ça, je crois qu'il y a plusieurs personnes qui ont cherché à lui dire, avec beaucoup de difficultés. Hein. Oui. Il aime beaucoup ses 2 smartphones. Il a par ailleurs une messagerie, enfin un système de téléphonie fourni par Thales qui est indépendant de ça. Mais la tentation est forte parce que c'est plus pratique d'utiliser votre téléphone normal et d'utiliser Signal ou Telegram tout simplement parce que c'est déjà là, quoi. Parce que la technologie privée étrangère est quand même plus performante que ce qu'on peut fournir aussi à ceux qui nous gouvernent. Je ne dirais pas ça. Oui. Je dirais que moi, je résume ça en disant l'expérience utilisateur est plus fort que tout. C'est-à-dire que vous pouvez avoir la meilleure technologie du monde, si elle n'a pas la bonne expérience utilisateur, votre technologie elle sert pas à grand chose. Et du coup, Telegram est plus confortable. Cyril Attias. Oui, mais du coup, est-ce que ça ne veut pas dire qu'il faut qu'on développe nos propres outils de messagerie cryptée, française, sécurisée pour les hommes politiques ou nos propres réseaux sociaux, mais c'est vrai pour tout, c'est-à-dire que, et en fait, ça se résume à quoi? Ça se résume à avoir une expertise massive des technologies. Et là-dessus, on a 2 problèmes. D'abord, on ne forme pas assez de codeurs. Et puis, dans le corps politique, les gens, ils ont fait l'ENA, ils ont fait du droit, ils ont fait Sciences Po, ils ont fait des tas de trucs, mais il y a très peu d'ingénieurs. Et ça, c'est dramatique. Et c'est pas la bonne génération. En plus, ceci dit, il faut le remarquer aussi, un certain nombre de candidats à la présidentielle ont prévu d'avancer l'apprentissage du code. Je crois même que c'est au moins dans le programme d'Emmanuel Macron. Ouais, 300 000 personnes sur le mandat, c'est énorme, c'est considérable, c'est vraiment... Chapeau si ça se fait. Hein. Alors ça, c'est une promesse. Hein, après, exactement, c'est une promesse. Effectivement. Mais en tout cas, il faut que les Français apprennent à coder. Ouais. Il faut que les Français apprennent à coder. Merci beaucoup. Gilles Babinet, tremblez, protégez surtout vos données personnelles. Juliette Briens va se mettre au codage. Vous n'êtes pas à l'abri et au bout de vos surprises. Merci surtout de cet éclairage sur Sud Radio. Et on sera ravis de vous accueillir à l'occasion, une prochaine occasion, en tout cas dans Politique sous influence, pour parler notamment de l'évolution vertigineuse et très rapide des réseaux sociaux. Merci Cyril Attias d'être intervenu aussi cette semaine. On vous retrouve samedi prochain en compagnie de Guillaume Bigot qui fera son grand retour dans Politique sous influence. Cyril Attias, je le rappelle, de l'agence des médias sociaux.com. On va continuer à retrouver Juliette Briens la semaine prochaine aussi. On peut vous suivre sur Twitter en attendant pour suivre vos pérégrinations. Chers amis, restez avec nous parce que la journée continue sur Sud Radio. Dans quelques minutes, vous allez retrouver On parle auto. C'est avec Laurence Perrault, c'est avec Jean-Luc Moreau. Vous avez une question sur votre véhicule, l'entretien de votre véhicule, l'utilisation par exemple de votre véhicule. 0826 300 300. Jean-Luc Moreau et Laurence Perrault vous donnent la parole. Ce sera juste après les informations. Bonne journée à vous.